après, il faudrait que je te montre. J'ai un tiroir rempli de toutes les cartes postales que j'ai reçues quand j'étais petite. Il y en a des plus récentes qui datent du lycée et début de fac, mais j'ai toutes les cartes postales. En ce moment, dans la bibliothèque dans laquelle je travaille, il y a une exposition. On expose les cartes postales, en fait, la collection de cartes postales d'une poétesse américaine qui s'appelle Elizabeth Bishop, pas si connue. En fait, je passe devant l'expo presque tous les jours. Elle est présentée dans un des couloirs à côté des salles d'histoire. Et ces derniers temps, je me suis posé la question de qu'est-ce que la carte postale signifiait pour moi et comment ça se faisait que mon regard était régulièrement attiré par ces cartes postales, plus que les expos qui étaient dans ce couloir habituellement. Et je me suis dit qu'en fait, l'objet de la carte postale, cet objet si commun, qui est reproduit en quantité industrielle, qui vaut quelques euros à l'achat, était tout d'un coup, presque comme si je ne m'étais pas rendu compte, hissé au rang de objet muséal, patrimonial, qui était exposé dans une bibliothèque. Et ça m'a particulièrement touchée. Je me suis dit, en fait, c'est un exemple parfait de pièce d'archives qui est en cours de création pour notre imaginaire collectif. Donc j'ai décidé d'appeler mon amie Camille, qui travaille dans un musée, et je lui ai proposé de passer un après-midi chez moi pour en discuter ensemble. Donc elle est chargée de production et de régie d'exposition au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un musée qui a été créé en 1977 dans des conditions très intéressantes. Donc, un des premiers écomusées qui voit le jour en France et qui se caractérise à l'époque par une approche militante de la culture. Le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un ancien écomusée qui a commencé en tant qu'écomusée, qui était associatif même à la base. Il a évolué tout d'abord en ayant pas mal d'ethnologues au sein de son équipe. Ils ont commencé à récolter en fait sur le territoire des objets des habitants qu'on appelait les pionniers. En fait, c'est les premiers habitants qui ont commencé à vivre sur le territoire. Qui était à la base un territoire d'ailleurs où il n'y avait rien du tout. En fait, c'était la campagne, tu avais plein de petits villages, de zones complètement isolées, où un jour on a décidé au niveau de l'État de faire une ville nouvelle. Et donc là, il y a eu des énormes travaux qui ont mis hors de terre toutes ces grandes villes qu'on connaît maintenant. Et donc du coup, on appelait les pionniers les premiers habitants qui ont habité à moitié dans les travaux, à moitié dans des villes fantômes. Enfin, c'était vraiment au début quelque chose d'assez particulier. Et c'est vrai que c'est au tout début de la ville nouvelle, c'était quand même un endroit qui était vraiment fort d'expérimentation. Il y avait beaucoup d'idées de gauche, hein, on peut le dire aussi comme ça, avec du théâtre associatif de rue, avec pas mal d'initiatives pour faire vivre les habitants et cette volonté que les habitants aient tout sur place, un peu comme l'idée, si tu veux, de la cité-jardin, où les habitants en fait ont dans leur ville aussi bien la culture, les soins, les éléments de base en fait pour ne pas avoir besoin d'aller ailleurs que dans son cocon. Et donc c'était ça un petit peu l'idée, et notamment aussi d'impliquer les habitants. Alors au début c'était surtout des dons d'habitants, etc. Et puis des collectes en fait aussi par des chercheurs. Et c'est à partir des années 90 qu'ils ont commencé vraiment à former une collection avec des achats. Des dons, des collectes sont mis en place, puis en fait au final le noyau d'une première collection voit le jour. Je me demandais quelles étaient les étapes qui font qu'un objet commun, donc comme la carte postale, mais comme bien d'autres, rentre finalement à faire part d'une collection de musée. Alors, plusieurs cas de figure. Il peut y avoir des dons qui sont faits par des particuliers, il peut y avoir des objets que tu acquiers de différentes façons, que ce soit effectivement en vente aux enchères, dans des boutiques diverses et variées, auprès de particuliers. Enfin, il y a plein de cas de figure qui s'offrent à soi. La seule chose, c'est en tout cas qu'en France, quand tu es un musée de France, tu n'es pas censé accepter de dons ou acquérir avant d'avoir fait valider ces éléments par la commission d'acquisition. La commission d'acquisition, elle est gérée par la DRAC, la Direction des Affaires culturelles, qui ont une branche dédiée au musée, et en fait à qui tu dois présenter tous les objets que tu veux faire rentrer dans tes collections et vraiment documenter. Dire en quoi cet objet, peu importe qu'on te le donne, enfin qu'on propose de te le donner ou que tu l'acquiers avec des fonds, tu dois dire pourquoi en fait en rapport à ton PSC, ce serait intéressant de le rentrer dans tes collections.
PSC signifie projet scientifique et culturel. C'est le premier document qui définit l'identité et les orientations d'un musée. Eux vont analyser tout ton laïus, où tu expliques l'intérêt de cet objet et l'intérêt dans tes collections. Et ils vont te dire, par exemple, je sais pas, soit cet objet, en fait, il n'a pas de rapport, donc nous, on vous donne un avis défavorable. Dans ces cas-là, tu peux quand même le rentrer en collection. Mais ça veut dire que comme tu n'as pas eu l'accord de la commission, si un jour tu dois le faire restaurer, tu ne pourras pas solliciter une aide, enfin une participation à la restauration de leur part. Si ils peuvent te dire aussi par exemple, alors oui c'est totalement en accord avec votre PSC, mais en fait pourquoi dans votre musée il peut y avoir déjà un exemplaire au Centre Pompidou, au Musée des Arts Décoratifs, quelle serait la plus-value d'en avoir un aussi chez vous? Ou voilà, ce serait plus intéressant chez eux parce que leur PSC est un peu plus dirigé vers telle chose, ou alors ils peuvent juste te dire oui c'est totalement en accord avec votre PSC, allez-y. Mais il y a vraiment tout un argumentaire parce que eux voilà aussi l'intérêt de fonder des collections publiques qui soient complémentaires les unes avec les autres. Le but c'est de faire circuler ces collections entre les différentes institutions. Et puis une collection, quand même, c'est beaucoup d'engagement. Tu dois la conserver, la valoriser. Il y a tout un travail, en fait, pour maintenir ces objets dans le temps. Et donc, plus tu as d'objets, plus tu as d'éléments à conserver. Donc, il faut aussi avoir les bonnes conditions chez toi. Et ça, ils le prennent aussi en compte. Et puis, eux, bien évidemment, vu qu'ils s'engagent à œuvrer pour la restauration, enfin l'aide à la restauration et à la conservation, ils ne peuvent pas non plus te laisser accepter tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi cette partie très intéressante. Et ce qui fait que, en fait, quand tu acquiers ou qu'on veut te donner des collections, tu es censé d'abord passer par cette commission si tu veux, en fait, avoir l'opportunité de pouvoir solliciter des subventions pour restaurer les objets. Donc en fait, absolument tout le monde peut potentiellement donner un objet à un musée et devenir donateur, donatrice. Et léguer, donner un objet qui lui appartient si cet objet a un intérêt patrimonial et que le musée considère qu'il peut avoir sa place dans ses collections. Bien sûr, après c'est vrai que nous on s'est déjà retrouvés avec des difficultés, c'est-à-dire que parfois tu as des personnes, surtout quand on avait l'ancien local du musée, qui venaient à l'accueil, qui déposaient des objets et qui partaient. Alors normalement la règle c'est plutôt d'écrire un mail au musée en expliquant quel est l'objet, quelques photos, si on sait où est-ce qu'il a été acheté, un peu toute l'histoire, en fait, la genèse de cet objet, pourquoi il est arrivé chez la personne, comment il était utilisé. Enfin, nous, c'est vrai qu'on aime bien, au musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, avoir tout un aspect mode de vie lié à l'objet. Pas uniquement le designer, l'éditeur, la date de création, qui sont hyper importants, mais dans quel contexte il a été acheté, comment il a été utilisé, est-ce qu'il s'est transmis de génération en génération, c'est des choses qui nous intéressent, l'histoire de l'objet. Et donc, c'est très intéressant. Et donc, on va dire de base, c'est plutôt comme ça se passe par mail avec un premier contact, il peut y avoir un rendez-vous avec notre responsable des collections qui va aller observer les objets et décider si elle le rentre en collection ou non, bien sûr il y a la commission, tout ça comme on parlait tout à l'heure. Parfois, il y a même des personnes qui vident leur grenier parce que malheureusement il y a eu un décès d'un grand-parent, qui vont appeler le musée, qui vont dire venez voir si des choses vous intéressent. Donc c'est déjà arrivé que notre responsable des collections aille chez des personnes pour regarder ce qu'ils avaient, faire une petite liste et puis qui nous donne des objets en fonction. Enfin, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être des dons spontanés ou qu'on nous appelle. Il y a aussi des dons parfois par des entités publiques. C'est une école qui ferme. Il y a des objets des années 70 de la création de l'école, une poste qui avait fermé. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses diverses et variées. Pour ne pas digresser trop, si c'est un particulier qui veut faire un don, l'idéal c'est de nous contacter, de nous présenter tous les éléments. Et si tout est OK de notre côté et du côté des donateurs, on met en place tout un contrat pour valider, entériner le fait que l'objet entre en collection. Et il faut aussi bien sûr valider comment veulent apparaître les donateurs. Nous, on doit toujours le spécifier que c'est un don, qui a fait le don, de quelle manière, et les donateurs savoir s'ils veulent apparaître dans les cartels d'exposition. Après, ça arrive des fois, ça nous est déjà arrivé qu'au musée, on souhaite nous donner des choses et qu'on redirige les personnes vers d'autres musées plus adaptés en termes de PSC. Il faut mentionner que le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines a déjà un fonds d'environ 1900 cartes postales, donc il s'agit d'un fonds important. Et je me demandais dans un espace relativement restreint comment est-ce qu'on les classe, comment est-ce qu'on les range. J'imagine qu'il doit y avoir un raisonnement particulier. Est-ce qu'on les range par destinataire, par expéditeur? Est-ce que
les noms des lieux cités dans la carte postale contribuent à créer un classement? Est-ce qu'il s'agit d'un ordre chronologique par date? Mais également, comment est-ce qu'on les conserve au mieux pour qu'elles ne soient pas fragilisées? Toutes les cartes postales sont marquées, alors soit avec un crayon de bois ou avec quelque chose en tout cas qui s'enlève pour ne pas abîmer les collections. Elles sont ensuite entreposées dans des classeurs de conservation à la suite les unes des autres. Donc là, elles sont rangées par numéro d'inventaire. Dans chaque inventaire, elles vont être classées par ville. Alors, de ce que j'ai pu comprendre en regardant un petit peu dans les inventaires, c'est pas forcément par ordre alphabétique, parce que généralement tu vas avoir, je sais pas moi, 100 cartes postales de la ville d'Elancourt, après 50 de la ville de Montigny, après une autre ville, après une autre ville, mais c'est pas forcément dans l'ordre alphabétique, donc j'ai pas pu demander à ma collègue quel était le raisonnement. Est-ce qu'ils ont mis d'abord les 5 plus grosses villes de l'agglomération et puis ensuite un petit peu le reste? J'avoue que ce serait intéressant que je lui pose la question, mais en tout cas il y a cette logique d'années de mise à l'inventaire déjà, et ensuite tous ces classeurs là ils sont rangés dans sa réserve de documentation où tu peux venir les consulter. Mais chose très intéressante, c'est qu'elle a fait numériser en fait ces cartes postales. Alors soit tout est numérisé, soit c'est en cours de numérisation, et maintenant tu peux les consulter notamment sur la base POP, qui est l'ancienne base Joconde, qui est une base en ligne faite par le ministère de la Culture. Les musées de France, en tout cas, peuvent mettre leur collection sur ce portail. Et là, tu retrouves une grande partie des collections du musée. Alors, majoritairement, les collections où ça va être moins compliqué au niveau des droits de les mettre en ligne, au niveau des photos, donc plutôt les cartes postales. On a notre grosse collection de plaquettes de promoteurs aussi. Et donc voilà comment sont conservées ces cartes postales, et elles sont désormais pas mal valorisées grâce à la numérisation, qui est vraiment un outil très pratique pour éviter de sortir tout le temps ces objets qui sont quand même fragiles, parce que ça reste des collections papier. Et puis de pouvoir, tu vois, tu peux zoomer, tu peux avoir des détails auxquels tu n'as pas forcément accès en les regardant de près. Et puis enfin, donc, l'étape finale, la vocation d'un musée est la valorisation de ses collections auprès du public. Alors oui, actuellement le musée donc, a ouvert une expo qui s'appelle Le Temps des vacances 1956-1982. Elle est présentée à l'Espace de Coville à Voisins-le-Bretonneux, parce que le musée est actuellement en saison hors les murs. Et donc cette exposition retrace un petit peu tout cet imaginaire des vacances donc de 1956, qui est la période où on acquiert 3 semaines de congé, à 1982, la période où on acquiert 5 semaines de congé. Donc c'est vraiment tout un moment de modification du mode de vivre ces congés, parce qu'on a accès à beaucoup plus de temps libre, et donc il faut bien occuper ce temps libre, et les vacances prennent une ampleur incroyable, avec aussi bien sûr, ça va de pair, l'expansion de la voiture, qui est l'objet qui se démocratise et qui commence à prendre d'assaut toutes les routes avec la création des nationales, des autoroutes. Dans cette exposition, on a une première partie justement qui s'appelle Sur la route, qui va plutôt retracer la manière de voyager, parce que ça change la manière de voyager, de passer de la nationale où on a le temps de s'arrêter, où tout est plus lent, à une route qui va vite. En fait, petit à petit, comme ça l'est devenu un petit peu aujourd'hui, le voyage, c'est plus tant une partie des vacances qu'un mode d'arrivée en vacances. Tu vas dans la deuxième partie, c'est une partie qui est dédiée vraiment au design, avec, qui s'appelle le mobilier du 7e jour, qui était le slogan de la marque La Fuma. En fait, c'était parce que La Fuma était spécialisée notamment dans tout ce qui était objets pliants, tentes, etc. Et donc le mobilier du 7e jour, c'est parce que c'est les objets que tu utilisais le dimanche. Cette partie commence par une partie sur les objets nomades. Tu as les lits pliants, tu vas avoir les radios portatifs qui sont créés à cette période-là, pas forcément pour les vacances, mais qui prouvent que déjà on est dans une optique de bouger davantage, d'avoir plus de temps aussi pour sortir, pour profiter le week-end, et on veut le même confort que chez soi. On veut pouvoir se divertir à l'extérieur, on veut avoir de la vaisselle à l'extérieur, on veut avoir différentes choses, voilà, pour avoir son confort. Et ensuite, on a une partie mer et montagne et camping et pique-nique, où on a une déclinaison d'objets présentés sous forme de knolling sur un grand podium. Donc tu as plein d'objets les uns à côté des autres qui sont utilisés en fait dans ces pratiques de vacances et de loisirs. Et la dernière partie traite plutôt de l'architecture et l'urbanisme. Donc c'est plutôt les villes de vacances. On voit comment à cette époque ont été créées de part de l'État plein de villes nouvelles de vacances. Donc tu vas avoir la Grande Motte, tu vas avoir les stations comme les Arcs,
Port-Barcarès, enfin pas mal de villes qui ont été créées pour les vacances, aussi bien à la mer qu'à la montagne, avec parfois des grands designers associés. Pour les arcs, tu vas avoir Charlotte Perriand quand même qui va créer des stations, qui va meubler ces stations, donc tu vois c'est assez intéressant aussi. Et dans cette partie on parle aussi du loisir de proximité, donc les créations de bases de loisirs en fait dans les villes nouvelles, qui sont quand même un lieu où les personnes se rendent souvent, que ce soit le week-end ou pendant les vacances, et où on a un foisonnement de vie et aussi de création, parce qu'on a des artistes comme les Vernessons qui ont créé des jeux qui ont été installés en fait dans ces bases de loisirs pour les enfants, donc c'est quand même des terrains d'expérimentation. Voilà, donc voilà à peu près les 3 parties de l'exposition. On voit comment on part en vacances, les objets utilisés en vacances et comment la ville est transformée par cette arrivée des loisirs. Et quand tu descends, en tout dernier, on a un petit épilogue qui s'appelle Souvenirs de vacances. Et en fait, à cet endroit-là, nos scénographes ont mis en place un élément assez phare de l'exposition scénographique, qui sont 2 énormes murs jonchés de cartes postales. En fait, ils ont fait une commande sur Le Bon Coin de plein de cartes postales de toute la France, et donc certaines sont mises en recto, d'autres verso. Alors c'est les scénographes qui nous ont dit, on a trouvé sur Le Bon Coin des ventes de plein de cartes postales, on peut faire un mur de cartes postales parce qu'on trouve que c'est hyper parlant à cet endroit-là, et c'est vrai qu'on a trouvé l'idée assez chouette. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en privé, une personne décide de se débarrasser de ces cartes postales, donc probablement des dizaines de cartes postales qui encombrent des cartons chez soi et qui prennent la poussière, donc les met sur Le Bon Coin. Des scénographes qui travaillent pour un musée les voient et ils se disent c'est tout à fait le sujet de l'exposition, donc on va les acheter, on va les mettre en objet de décoration d'une expo. Et puis donc voilà, l'objet qui passe de encombrant à objet patrimonial. Comme souvent pour les archives, il y a des itinéraires pas prévus qui nous amènent en fait tout à fait au fond du sujet. Et cet objet double, multiple qui est la carte postale, nous avons vu se transforme tout au long du temps et des histoires personnelles et singulières de chacun. Tout peut être archive en fait. Nous, nos archives personnelles, ça nous intéresse parce qu'il y a tout le côté émotionnel, mais en fait ça peut être super intéressant d'un point de vue ethnologie, sociologie, comment on a évolué dans le temps, que ce soit les modes de vie, les objets, les façons de partir en vacances, comment tu photographiais, de quelle façon, qu'est-ce qu'on photographiait, enfin il y a plein de choses à dire, mais c'est très intéressant de conserver ses propres archives qu'on soit